Bonsoir tout le monde, merci beaucoup d'être présent ce soir. Merci aux organisateurs pour cette opportunité et merci aux participants qui ont présenté, super présentation, c'était top. Alors aujourd'hui on va parler de visual programming et je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Nicolas Fabre, je suis responsable d'une Digital Factory au sein du groupe La Poste, donc au sein d'une DSI, et je suis responsable de 60 personnes. Alors, j'ai conscience qu'à 20 heures passées, parler de La Poste et d'une technologie des années 90, c'est pas le top de la hype. Mais restez avec nous. Alors déjà parce que la conf d'après, elle est super avec mon thème. Mais aussi parce que j'ai envie de vous partager une conviction. C'est que pour moi, cette techno des années 90, ça a été un game changer dans mon métier d'IT manager. Et j'ai vraiment envie de vous partager ça. Peut-être que ça vous servira. Ça serait chouette pour moi et chouette pour vous. Vous me direz ça juste après. Alors, tout est parti d'un constat, c'est que les métiers, ils n'aiment pas trop les DSI. Les métiers, le projet IT, c'est plutôt le poil à gratter, c'est plutôt le bottleneck, et ça, c'est plutôt pénible. Je les comprends, je viens du métier, mais c'est vrai qu'un projet qui met 18 mois à sortir, qui coûte le prix d'une maison, ben c'est un peu compliqué à gérer au quotidien. Et moi, en tant que responsable IT, ça m'agace d'être ce poil à gratter. Je préfère être le partenaire avec lequel les métiers sont capables de construire. Et ça, on a vraiment cherché avec mon équipe depuis 8 ans comment on pouvait ajouter une corde à notre arc, un outil, un trousse à outils, pour être plus au rendez-vous des métiers. Vous l'avez compris, mon outil, ça s'appelle le Visual Programming, et j'aime bien le présenter comme étant le IKEA du développement informatique. Alors pourquoi IKEA? Parce que simplement, quand vous avez besoin d'une nouvelle bibliothèque, par exemple, vous avez le choix entre un développement sur mesure et quelque chose de beaucoup plus rapide, de beaucoup plus facile, de beaucoup moins cher, et qui fait suffisamment d'affaires, qui est le meuble en kit, made in IKEA, ou entre autres. Dans l'informatique, le visual programming, c'est vraiment cette partie-là. C'est celle où on va apporter des éléments préfabriqués qui vont être assemblés beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement, et qui vont répondre aux besoins initialement fournis. Donc la définition exacte, ce n'est pas l'IKEA du développement informatique, ça va être plutôt quelque chose comme des outils, des plateformes dans lesquelles on vient d'écrire une algorithmie logicielle et qui vont générer du code automatiquement derrière, voire même qui vont l'exécuter. Le principe, il n'est pas du tout nouveau. Le principe, il existait déjà il y a 30 ans. Ce qui a changé, c'est qu'on a aujourd'hui des outils, des acteurs qui viennent proposer des solutions qui sont DSI compliant, qui sont au niveau d'exigence de nos DSI en termes de robustesse, en termes de sécurité, en termes de maintenabilité. On est vraiment au niveau de ce que l'on attend. Alors, je vais faire un tout petit peu de pub pour les acteurs français. Là, vous avez une petite liste, ils ne sont pas du tout tous français. Mais si on fait 3 grandes catégories, on va trouver dans les outils no-code, donc on va mettre dans les mains des métiers qui vont développer eux-mêmes des applicatifs, un acteur comme Damas. Damas, ce qu'il y a de vraiment intéressant, c'est qu'il permet aux métiers de produire des applicatifs qui sont DSI compliant. Donc moi qui suis responsable DSI, derrière, je suis en sécurité par rapport à ce qui est produit. Pas trop de shadow IT, pas de faille de sécurité, c'est vachement plus intéressant. On a un outil français qui s'appelle Convertigo, c'est un générateur de code. Alors lui, c'est simple, il est open source et à la fin, vous avez votre propre code. Donc pour tout ce qui est de la souveraineté, c'est plutôt pas mal du tout. Et puis après, ceux avec qui moi j'apprécie travailler, ce sont ces outils qui permettent de reconstruire une stack en visual programming. Donc vous avez Xano qui est un back-end as a service qui permet de, en quelques clics pour un développeur, de mettre en place un back-end, de mettre en place des API, et là on gagne des jours, voire des semaines de développement. Il y a un acteur français cette fois-ci qui s'appelle WeWeb qui permet de développer des fronts, là aussi en quelques clics, et on ressort derrière avec du code, avec du Vue.js. Donc moi, en tant que responsable IT, avec des exigences élevées, je trouve là quelque chose de particulièrement intéressant pour mon besoin. Pour autant, c'est pas ce qu'on a fait. Déjà parce qu'on s'appelle La Poste, qu'on a commencé il y a 10 ans, et qu'on s'est dit on va faire les choses nous-mêmes. À La Poste, on aime bien faire les choses nous-mêmes. J'espère que les choses sont un peu en train de changer. On a développé notre propre back-end, qui est un orchestrateur de services. L'idée, c'est de pouvoir faire fonctionner ensemble des briques qui existent déjà, qui sont la brique client, la facturation. Et on a mis en place une interface de développement visuel, de visual programming, qui permet, en imbriquant des blocs, donc c'est une technologie Blockly, de remettre en place toute l'algorithmie dont on a besoin.
J'adore vous regarder parce que vous êtes passionné par ce qui se passe là. Si vous arrivez à comprendre, vous gagnez un verre. Je vous offre un verre, sérieux. Mais c'est passionnant ce qui se passe en fait. Vous avez raison. Et cet outil, aujourd'hui, on l'utilise pour plein de choses. On l'utilise pour gérer 300 millions d'euros de facturation mensuelle. On l'utilise pour des parcours patients dans 120 cliniques. On l'utilise pour l'onboarding à la banque postale. On a 20 millions d'appels API par jour. Il y a plus de 200 projets qui sont live avec cet outil-là. C'est vraiment du visual programming, mais à l'échelle complètement industrielle. Je vais vous prendre un exemple, parce que des projets, il y en a beaucoup, vous avez entendu. Un exemple sur un projet critique pour la Poste, mais je pense que ça ne va pas trop vous parler. C'est la fin du timbre rouge. 1er janvier 2023, il n'y a plus de timbre rouge. Pour nous, c'est une révolution, vous ne vous rendez pas compte. Hein. Le timbre rouge, déjà, ça existait depuis. C'est le plus gros projet de ces 20 dernières années. En vrai, c'est un projet qui a pris 3 ans, et c'est un projet qui a coûté plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de millions d'euros. Ouais, j'entends des fous. Bon, c'est l'échelle de la Poste, mais on est 250 000. Il y a vite des gros chiffres. Là, c'est un peu abusé quand même, j'avoue. C'est quoi la fin du timbre rouge? Le timbre rouge, c'est la promesse de livrer à J+1. Donc ça veut dire que tous les soirs, il y avait des milliers de camions qui partaient de partout en France et qui allaient partout en France pour être sûr que quelqu'un qui écrit une lettre de Dijon à quelqu'un qui est à Rennes le reçoit bien le lendemain. Bon, on arrête tout ça, les volumes de courrier, il n'y en a quasiment plus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre 2 jours peinard, on va remplir le camion et on va envoyer que le 3e jour. Livraison à J+3. Gros projet, comme je vous le disais, sauf que gros problème aussi, 5 mois avant le 1er janvier, gros trou dans la raquette, il y a l'État, qui est notre patron en fait, qui rappelle la Poste aux ses obligations légales et qui dit le timbre a une valeur fiduciaire, vous devez l'échanger contre des nouveaux timbres, la même montant, la même valeur. Et alors là, le directeur de programme, je n'ai pas vu sa réaction sur le moment, elle a dû être assez rigolote, et se tourne vers sa... Donc il y a un gros SI à mettre en place, il se tourne vers sa DSI, et sa DSI lui dit non, en 5 mois, non. Il va demander à des ESN, ça on le saura un petit peu plus tard, je vais en reparler, et ils viennent voir nous. Nous, parce qu'on a l'habitude d'être un peu l'agence touriste, quoi, celle qu'on appelle au dernier moment. Moi, j'aimerais bien qu'on m'appelle un peu plus souvent, en fait, mais c'est une autre question. Et donc là, grosse question. Est-ce qu'on est capable de prendre ce risque-là? Dans les 60 personnes que je manage, la moitié développe en Java Node.js, développement traditionnel. L'autre moitié, c'est du visual programming. Donc là, on se dit, Java Node.js, c'est mort, je ne prends pas le risque, je ne m'engage pas là-dessus. Visual programming, peut-être. Est-ce que je mets ma tête sur le bio là-dessus? Si ça ne marche pas, je cherche un autre métier. Si ça marche, je suis content d'avoir eu raison et c'est à peu près tout ce que j'ai à gagner. J'aime bien avoir raison. Bon, voilà, chacun son truc. Du coup, on prend le risque. Et, expression de besoin minimaliste, 4 slides, dont 1, 2, l'intro, conclusion. Voilà, l'expression de besoin, elle est là. On comprend que ça va être bien puis compliqué. On commence un projet avec une épique. On continue, on développe quelque chose de beaucoup plus costaud, d'industriel. Donc concrètement, on a mis en place une application mobile avec un app builder, 4 IHM, donc un truc assez costaud pour recevoir des millions de demandes, un SI d'orchestration, 24 processus métiers, il n'y en avait pas un qui était décrit quand on a pris l'engagement. On était en pure agilité, en pure itération, où chaque jour, voire plusieurs fois par jour, on était entre le PO, le client et le développeur pour modifier, pour augmenter les choses. Des tests de montée en charge de 200 000 demandes par heure, et puis petite cerise sur le gâteau, un petit pentest de l'ANSSI, ça fait toujours plaisir. Quand on a détecté l'attaque, on a prié, et puis ça marchait. Voilà. Donc on a réussi à passer, mais c'était un gros pari pour nous, pari qui s'est avéré absolument gagnant. Le visual programming nous a permis d'être au rendez-vous de nos engagements. 4 mois de développement, 315 jours hommes, soit 4 TP. Pour tout ce qui a été produit en développement traditionnel, c'est même pas le double, voire le triple que j'aurais dû mettre en place. Et un coût à 162 000 euros. Bon, je l'ai vendu à 400 000, parce qu'il n'y a pas de raison. Et puis même à 400 000, en fait, j'ai été plus de moitié moins cher par rapport aux ESN, puisque la seule ESN qui avait répondu et qui était prêt à prendre l'engagement avait dit « je le prends pour 1 million d'euros ». J'aurais dû le vendre plus cher, en fait.
Pari gagnant sur ce projet, pari gagnant sur l'ensemble de nos projets. Aujourd'hui, le visual programming me permet de diviser les time to market par 2 en moyenne sur les projets cœur de DSI et de faire à peu près 4 millions d'euros par an. Je ne suis pas le seul sur le marché à faire ça. On n'est pas hyper nombreux parce que les outils se sont améliorés récemment, mais il y a pas mal de banques qui s'y mettent. Imaginez le niveau de sécurité nécessaire. Ministère de l'Armée, au top de la sécurité, au top de la gouvernance, tout ce que vous voulez. Et puis, puisque j'aime bien, dans la prochaine station spatiale internationale, vous aurez des logiciels développés aussi en visual programming, puisque l'Agence spatiale européenne mise aussi dessus et développe son propre logiciel. Hop, non, c'est pas ça. Alors pourquoi c'est pas plus utilisé? Parce que c'est pas magique, c'est pas une solution magique. Ça se saurait, s'il suffisait de dire qu'on en fait et puis ça marche, ça se saurait. En fait, le visual programming, ce sont des outils puissants à utiliser pour les bons projets et dans les bonnes conditions. Alors c'est quoi un bon projet pour du visual programming? C'est déjà un projet où vous êtes contraint par le temps, par l'argent. Si vous avez réussi à bien vendre votre projet, ne changez pas votre manière de faire. Chaque changement induit des risques, ne prenez pas des risques inutiles. Mais si vous êtes contraint par le temps ou par l'argent, je vous invite à analyser vos projets en fonction de 3 axes. Le premier, c'est la criticité de votre projet. Le deuxième, c'est votre expérience avec la stack, avec l'outil que vous utilisez. C'est une lapalissade. Prenez pas un risque énorme avec un outil que vous ne connaissez pas sur un risque critique, bien évidemment. Avec l'expérience, vous serez capable d'attaquer les projets de plus en plus critiques. Et puis le troisième axe, c'est la spécificité. Et c'est vraiment là que moi, aujourd'hui, par exemple, je vais bloquer, je vais avoir un plafond. C'est-à-dire qu'avec mon outil, je vais être capable de faire des projets très critiques. J'ai l'expérience, on a 8 ans d'expérience dessus. Maintenant, par contre, si c'est ultra spécifique, je ne vais pas faire. Je vais vous donner des exemples. Donc, mon choix par défaut, c'est le visual programming, c'est 80% de mes projets. Par contre, 20% de mes projets, c'est encore du Java, du Python, du Node.js, ce que vous voulez, DevTradi. Pour les projets qui sont trop spécifiques, je vous ai parlé d'un app builder qu'on a développé. On aurait pu le faire en visual programming, mais on n'aurait pas du tout eu les bénéfices du visual programming en faisant ça, parce qu'il y aurait plus plein de workarounds, plein d'itérations, ça aurait été une usine à gaz. Certes, ça aurait marché, mais comme ce n'était pas fait exprès, c'était beaucoup plus efficace de le faire en Kotlin, en l'occurrence. Quand le client a le temps et l'argent, il y a encore en France des entreprises qui ont le temps et l'argent, ils veulent quelque chose sur mesure. Moi, je pense qu'un millionnaire, il ne va pas acheter sa bibliothèque chez Ikea, il va avoir un truc sur mesure. Il y a encore des clients, c'est comme ça. Et bon, dans ce cas-là, ça ne sert à rien de le faire en visual programming. Tout n'est pas tout beau. On a connu des échecs, pas mal d'échecs. Et en fait, tout s'explique de la même manière. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a pensé que c'était un pur choix technologique. On choisit ce super outil et ça change tout. En fait, ça ne marche pas comme ça. Parce que si vous prenez un super outil comme une Formule 1, qui vous y mettez un mauvais pilote, comme moi, je vais l'envoyer dans le mur. C'est pareil, si vous forcez un développeur à utiliser un outil dont il n'a pas envie d'utiliser, avec lequel il n'est pas habitué, il y a de grandes chances que ça n'aille pas très loin. Et on a vu beaucoup de projets se planter comme ça, parce que finalement, on forçait les développeurs à utiliser, ce n'est pas la bonne manière de faire. Les projets sont plantés également pour des questions d'organisation. Moi, j'ai en tête un exemple où on développe pour un client, mais qui n'a pas compris qu'on utilisait du visual programming. Et que donc, du coup, il y avait des énormes avantages, mais il y avait aussi quelques contraintes à prendre en considération. Et donc, il nous alimente de choses de toujours plus spécifiques. C'est devenu une usine à gaz, ça marche, mais c'est super lourd à maintenir, on n'est pas dans la promesse du visual programming. J'arrive à la fin, parce que j'arrive à la fin de mon timing aussi. Donc vous l'avez compris en synthèse, pour moi le visual programming c'est un vrai game changer dans mon métier de manager IT. Ça me permet d'attaquer des projets au budget contraint, au time to market ambitieux, et ce qui est vraiment sympa, c'est que ça change ma position dans l'entreprise. C'est-à-dire que de bottleneck, de poil à gratter, je suis passé en IT business partner. Je suis passé pour celui qui aide les autres à développer. Et c'est une position que je vous souhaite si ce n'est pas le cas, parce que c'est vachement plus sympa que celui de il est trop long, il est trop cher et c'est trop compliqué. En synthèse de la synthèse, je vous invite à oser y aller, à oser revenir sur des expériences passées peut-être un peu malheureuses, sur des préjugés ou sur l'inconnu. Allez-y, ça vaut vraiment le coup. Et si j'ai un dernier conseil avant de lâcher le micro, promis, je le lâche juste après, c'est n'hésitez pas à vous faire accompagner, ça permet d'aller beaucoup plus vite. Nous, on essuie tellement de plâtre, tellement d'obstacles qu'il a fallu franchir.
qu'il y a des gens qui ont de l'expérience à partager, ça vous permettra de sécuriser vos projets et d'être vraiment au rendez-vous des objectifs et de l'ambition. Sur ce, merci beaucoup.